Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du mercredi 5 février. Il y a déjà pas mal de monde. Salut Eponine, salut Tomoyo, salut Dagdeg, salut Amandine. Comment ça va de votre côté? Alors je suis bien content qu'il y ait, qu'il y ait Eponine et Dagdeg aujourd'hui parce que donc on va continuer à étudier notre bon vieux Mioé, la doctrine du germe de la foi selon l'ornementation fleurie de Mioé. Et là, il y a des passages qui sont pas évidents, qui sont vraiment qui se basent sur des concepts Mahayana assez poussés, euh, qui n'ont pas forcément beaucoup d'importance dans ma propre branche, le Jodo Shinshu, qui sont plus des éléments qu'on peut retrouver par exemple dans le Zen ou dans d'autres formes de bouddhisme Mahayana. Donc, ça peut peut-être aider d'avoir votre point de vue en parallèle du mien, au cas où, voilà, au cas où je me perde. Ah, Eponine, elle s'échauffe, clac, clac, claquer les doigts, clac, clac. Ça pourra peut-être servir. Après, on va parler de vacuité, ce genre de choses. Donc, bon, ça sera peut-être utile. Voilà. Donc, on avait déjà pas mal avancé dans ce texte-là, hein. La dernière fois, on avait passé pas mal de temps à discuter histoire, notamment les perspectives différentes qu'ont Myoe et Shinran sur l'esprit d'éveil, historiquement comment ça s'était traduit, le fight entre Myoe et Honen, toutes ces choses-là. On avait discuté pas mal de choses. Et en fait, le thème, hein, de cette première question qui était traitée, qu'on avait traitée la semaine dernière, c'était donc cette idée que les êtres peuvent, selon le Kegon, renaître en tant que Bouddha en 3 vies. Voilà. Et on disait, par rapport à Shinran, ou si on inclut la vie présente, en fait, ça se fait en 2. Voilà. Shinran gagne, mais voilà, c'est pas un concours, quoi. C'est pas un concours. Mais c'est intéressant de voir que Mioe avait aussi à cœur de proposer un chemin qui soit un chemin plus rapide que le chemin classique du Bodhisattva, avec ses 52 étapes, pardon, ses 52 étapes et toute la complexité des pratiques, les milliers de vies que ça prend, etc., etc. Donc il a ça en tête aussi, hein, la même chose que tous les grands réformateurs de l'époque Kamakura, essayer de rendre le bouddhisme plus, en tout cas la voie bouddhiste plus simple, plus rapide. Voilà, j'allais pas dire que lui, ses textes sont plus simples et plus rapides, hein, parce qu'il il s'exprime de façon quand même assez compliquée. Et merci à Eponine, du coup, pour tes 9 mois consécutifs de sub. Merci beaucoup pour le soutien à la petite chaîne Twitch. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, on va continuer. Alors, je vais vous... Hop, voilà. Donc, la question numéro 2 qui était traitée, hein, qu'appelle-t-on la conception de la pensée d'éveil grâce au savoir authentique? Donc, de quoi qu'on parle? Et Fanny qui dit, je comprends pas pourquoi tout le monde veut éviter les 52 étapes. Elle est fun, l'aventure de Sudana. C'est vraiment ça, c'est ça, les 52 étapes, c'est vraiment, c'est Sudana, en fait. C'est exactement ça. C'est le pèlerinage de Sudana, qui d'ailleurs, en réalité, hein, Sudana, c'est un bon exemple de la personne qui arrive à le faire en une seule vie, en fait. Lui, il fait tout d'affilée, il rencontre ses 52 amis de bien, et en fait, tout se fait en une vie. Mais la plupart des gens, c'est pas possible, quoi. Tout le monde n'est pas Sudana. Tout le monde n'est pas magique. Tout le monde ne rencontre pas 52 amis de bien. 52, ça fait beaucoup quand même quand tu galères. Ouais, en effet, tout à fait. Donc, qu'appelle-t-on la conception de l'esprit d'éveil, hein, grâce au savoir authentique? Donc, la réponse de Mioé, c'est on entend ici la conception de la pensée d'éveil par le savoir de Bouddha. En fait, il va contraster ça, donc la conception de la pensée d'éveil par le savoir du Bouddha, par rapport à ce qu'on va appeler les bonnes actions mondaines, en fait. C'est ce qu'il va discuter, hein. Elle se dit des bons éléments impurs mondains. Alors, je pense que la traduction ici est un peu bizarre. En fait, ce qu'il veut dire par là, c'est voilà ce qui se dit des éléments impurs mondains. Donc, pour contraster ça avec justement l'esprit d'éveil qui se base sur le savoir du Bouddha. Donc, les éléments purs mondains, donc en fait, juste littéralement, hein, les éléments purs mondains, c'est les bonnes actions qu'on fait dans la vie de tous les jours, mais qui ne se basent pas sur vraiment le savoir authentique, l'esprit d'éveil, etc., hein. Donc, typiquement, suivre les règles de la société, hein. Donc, c'est ce qu'il va expliquer là, hein. Il dit le savoir impur mondain, voilà ce que c'est. Le souverain des hommes pacifie le pays et dispense le profit aux hommes à l'aide des 10 biens. Si les hommes se conforment à cette loi, ils quitteront pour un temps les 3 mauvaises destinées et iront naître parmi les humains. Indra, en exposant ces lois, fait naître les hommes dans les cieux de désir. Le roi Brahma, en exposant les 4 dispositions d'esprit universel, fait naître les hommes dans le ciel du premier recueillement. Cette loi de causalité se limite seulement au monde des humains et des dieux. Bien que les bons éléments impurs puissent avoir pour visée de trancher les affects et de conduire à cultiver le bien, ils ne sont pas encore pourvus des conditions causales qui parfument les germes purs. Ici, ce qu'on appelle germes purs désigne les conditions causales. Donc, ce qui veut dire par là, hein, c'est que concrètement,
déjà ce qu'on appelle vraiment la pensée d'éveil grâce au savoir authentique, ce n'est pas le bien, les bonnes actions qu'on va faire au niveau mondain, hein, typiquement suivre la loi, ce qu'il dit ici, hein, c'est vraiment typiquement suivre la loi, euh, faire des bonnes actions simples, mais sans forcément avoir une base derrière. C'est juste parce qu'on suit les règles de son pays et en agissant comme un bon citoyen, en invitant d'être un gros enfoiré qui fait n'importe quoi, eh bien, d'après ce que dit Mioé, on va pouvoir renaître soit auprès des humains, soit auprès des dieux. Et la même chose marche si effectivement on suit les règles de Indra, par exemple, un des dieux. Donc là, c'est simplement, c'est des éléments qui permettent de renaître en tant qu'être humain ou en tant que dieu. Mais c'est pas les éléments qui permettent du coup de sortir du cycle des naissances et des morts. On agit juste comme un bon citoyen, un homme du monde. On est bien urbain. Et voilà, c'est littéralement ça. Donc, salut, Madame Dandan. Donc, il contraste, voilà, ces biens mondains, les biens classiques de la vie de tous les jours, avec vraiment l'esprit d'éveil qui va se baser sur le savoir du Bouddha. Et donc, c'est ce qu'il explique ici, hein. Les hommes qui produisent le savoir de foi grâce aux 10 qualités précédentes de la foi, donc ce qu'on a vu pendant les sessions d'avant, conçoivent le savoir de Bouddha dans leur esprit profane. C'est-à-dire que là, on va vraiment avoir ce souhait de devenir un Bouddha, on va recevoir les enseignements du Bouddha pour les mettre en pratique en vue d'aider tous les êtres. Donc là, on entre dans le côté Mariana de la chose, hein, vraiment en vue d'aider tous les êtres, en vue de sortir du cycle des naissances et des morts avec tous les êtres. Et donc, c'est complètement différent, vraiment, du bien mondain qui est juste je respecte la loi et je vais éviter de faire un excès de vitesse. Voilà. Voilà. Alors, je ne sais pas si le fait de ne pas faire d'excès de vitesse garantit ma renaissance en tant qu'être humain dans une vie future. Je ne suis pas certain que ce soit suffisant. Mais vous voyez un peu l'idée, en tout cas. Contraster les deux, hein. Ils conçoivent la pensée de s'enquérir de l'éveil en s'appuyant sur ce savoir de foi. Donc ce savoir de foi, pour rappel pour Mioé, hein, il est question ici de dire oui, je suis capable, moi, Gugus normal, de devenir un Bouddha. Pour la simple et bonne raison que au fond de moi, quelque part, se trouve ce germe de Bouddha qui est complètement recouvert par mon ignorance, mais que je peux, d'une certaine façon, recouvrir, remettre à jour, refaire briller. Dit qu'il est question de Mariana, c'est ambiance transport en commun, c'est ça. C'est ça. Donc ce germe de Bouddha, hein, que je peux faire briller, que je peux faire remonter d'une certaine façon à la surface, enlever toute cette couche d'ignorance qui le cache, et derrière pouvoir devenir un Bouddha. Parce qu'au final, c'est toujours cette idée que les Bouddhas sont des êtres normaux qui, à un moment ou à un autre, bah, du coup, ont rencontré des amis de bien, ont pu pratiquer, se sont débarrassés de leur ignorance et ont atteint cet état, ont pu sortir du cycle des naissances et des morts. Voilà, ça restait des êtres normaux, ce ne sont pas des êtres qui seraient par exemple complètement différents ontologiquement, donc au niveau de la nature d'être, ce ne sont pas des êtres qui seraient d'une nature d'être différente des êtres humains. Tous les êtres, d'ailleurs même pas que les humains, tous les êtres ont la possibilité dans le Mahayana de devenir des Bouddhas. Ça c'est le point qui est important. Et donc Myoho dit, hein, du coup, en s'appuyant sur cette foi, hein, sur cette croyance dans la possibilité de devenir un Bouddha, eh bien, on va s'enquérir de l'éveil, donc on va du coup se rapprocher d'amis de bien, se rapprocher d'enseignants pour eh bien, essayer de réaliser cette voie. Et c'est ce qu'il dit ici, hein, c'est cela qu'on appelle, tel est ce qu'on appelle la conception de la pensée d'éveil grâce au savoir authentique. Donc voilà, là déjà dans cette première partie, il sépare clairement les biens mondains, donc agir comme un bon citoyen, versus vraiment l'esprit d'éveil, la pratique qui se base sur la foi la foi dans le fait qu'on va pouvoir devenir des Bouddhas, qui se base réellement sur les enseignements du Bouddha, qui sont du coup quand même très différents des enseignements purement mondains. Voilà. Et Ponine qui dit ambiance tourbus, c'est le tourbus ou croisière, le RERD est tout de même un bon endroit pour mettre sa patience, sa tolérance à l'épreuve. Ah ouais, ouais, le RER c'est raide, hein. Le RER c'est waouh, c'est très très particulier quand même. Très très particulier. Je sais plus si j'en avais parlé, je fais juste un aparté, mais je crois que j'en ai déjà parlé dans ce stream, hein, mais une des premières expériences un peu entre guillemets mystiques liées au bouddhisme que j'ai eues, elle est en partie liée au RER, au RERD justement très précisément, où en fait j'allais à l'époque, je devais passer de gare de, enfin j'allais de coup depuis chez moi en train jusqu'à Gare de Lyon et ensuite je devais passer de Gare de Lyon à Gare de l'Est en passant par Gare du Nord. Donc je prenais le RER. Et en fait, je commençais à m'intéresser au bouddhisme. J'étais en train de lire les,
j'avais lu les 4 nobles vérités et ensuite j'ai lu le Sentier octuple. Et en fait, je sais pas, il y a eu quelque chose dans ma tête qui a fait tilt comme ça. Et pendant plusieurs minutes, en fait, j'ai commencé à tout voir de façon extrêmement lumineuse. Alors, c'est très particulier comme expérience, hein, mais ça n'a pas duré longtemps. Et en fait, donc, je voyais tout de façon très lumineuse, et comme si tout était très beau, en fait. Et du coup, je me suis retrouvé dans le RER juste après, parce que j'étais dans mon train à ce moment-là, hein, mon joli petit TGV classico. Et donc après, je vais dans le RER. Et là, en fait, même le RER, je trouvais ça beau. Et là, je me suis dit, waouh. Et ça n'a pas duré très longtemps. Et quand ça s'est arrêté, et c'est notamment quand je suis rentré ensuite chez moi, j'ai dû repasser par le RER. Là, j'ai revu le vrai RER, j'étais genre, ouh, c'est pas la même. Je suis devenu un fou, le fou du bus pendant un instant, exactement. Ça n'a pas duré longtemps, hein, ça n'a pas duré longtemps. Je sais pas, c'est comme s'il y avait un truc qui s'est débloqué dans mon cerveau. Et ça, vraiment, ça m'est arrivé que quelques fois dans ma vie, peut-être trois fois, peut-être 3, 4 fois. Et là, c'était la première fois, parce que je commençais tout juste à m'intéresser au bouddhisme. Et je pense que c'est une des raisons peut-être pour lesquelles je me suis dit, ok, il faut que je creuse ça. Il s'est passé quelque chose à ce moment-là, quoi. Le retour à la réalité qui fait mal. C'est ça, exactement. Ça picote. On voit la réalité de RER. Tout à fait. Tout à fait. Donc pour revenir à Mioé, après ce petit aparté bizarre, je ne suis pas le fou du bus, hein, rassurez-vous. Après cet aparté bizarre, donc voilà, des Mioé déjà, il contraste donc l'esprit, donc les actions mondaines versus le véritable esprit d'éveil qui se base sur le savoir du Bouddha et la croyance dans le fait qu'on va pouvoir devenir des Bouddhas et qu'on va suivre ses enseignements. Et ensuite, il va du coup séparer deux catégories par rapport à la pensée d'éveil, la conception de la pensée d'éveil. Il va séparer d'un côté le Theravada et le Mahayana. Donc c'est ce qu'on va voir là, hein. Il commence par le Theravada. Il dit cette conception de pensée, donc d'éveil, hein, qui se base sur le savoir du Bouddha, est de deux catégories. 1. Les individus du petit véhicule, donc le Theravada, hein, du petit véhicule conçoivent le savoir de la vacuité de l'individu grâce à leur conscience différenciatrice des objets. Ils obtiennent les 4 directions ainsi que les 4 fruits et entrent dans l'extinction sans reste. Donc ce qu'il explique ici, c'est que pour les adeptes du petit véhicule, avec des guillemets, hein, c'est un peu péjoratif de dire Hinayana, donc on va dire Theravada en étant un peu poli. Les adeptes du Theravada, concrètement, ce qui se passe, c'est qu'ils réalisent la vacuité de l'être, c'est-à-dire, chose qu'on a beaucoup discuté, hein, dans ces lives-là, hein, cette idée que du coup, ce qui m'apparaît comme étant un greg, là présent devant vous, un greg qui soit permanent, inchangeable, qui aurait une sorte de noyau inchangeable de greg, une sorte d'essence inchangeable de greg qui ferait ma gregness, ma qualité de greg, et qui serait inchangeable et qui passerait d'une vie à l'autre, ce que généralement on qualifie d'âme, en fait, hein, ce noyau, c'est ce qu'on appelle aussi une âme. Et bien en fait, tout ça n'existe pas. Ce que vous avez devant vous, qui s'appelle greg, c'est juste un ensemble d'agrégats qui ne font que apparaître et disparaître les uns après les autres. Voilà, par exemple, là, en ce moment, je lis le chat qui dit Dagdag qui dit Greg n'existe pas. Juste après, j'ai entendu un bruit qui venait en dehors de mon bureau, etc. Donc, tous ces éléments-là s'activent et se désactivent en permanence. Et le Greg n'est jamais le même être à chaque moment. C'est-à-dire, à chaque moment, voilà, j'ai de la barbe qui pousse, je perds des cheveux, mon état d'esprit change en fonction de ce que je vais lire. Je vais évoluer, etc., etc. Donc en fait, il n'y a pas de noyau dur inchangeable de Greg. Si demain, comme c'est arrivé à malheureusement certaines personnes, vous savez, il y a une anecdote comme ça qui est assez connue d'une personne qui s'est pris, je crois, une barre de fer dans la tête et qui du coup n'est pas mort, mais il y a une grosse partie de son comportement qui a changé, tout simplement parce que son cerveau à ce moment-là a changé. Et donc, si demain ça m'arrive, et bien effectivement, j'agirai peut-être complètement différemment. Extérieurement, je ressemblerai toujours à Greg. Au niveau de mon attitude, je ne serai plus Greg. Donc, tous ces éléments-là sont des éléments qui sont en perpétuel changement. Et donc, l'adepte du petit véhicule, ou l'adepte du Theravada pour être poli, l'adepte du Theravada se rend compte de la vacuité de l'être, donc du côté impermanent et du côté dépendant des causes et des conditions de l'être. Et donc, en se faisant ça, il se détache de la notion d'être et ça lui permet de sortir du cycle des naissances et des morts. Voilà. Donc ça, c'est la notion globale du petit véhicule, hein, ou du Theravada. La vacuité de l'être. Mais ce que Mioé va expliquer ici, c'est qu'en fait, l'adepte du Theravada, alors ça peut être discuté, hein, ça va vraiment dépendre des écoles du Theravada en réalité, mais pour Mioé, en fait, ce qui va faire la différence, et il va y venir entre l'adepte du Theravada et l'adepte du Mahayana, c'est que le Theravada, effectivement, l'adepte va accepter cette idée que l'être est d'une certaine façon vide, donc
l'être est dépendant des causes et des conditions, l'être est impermanent, donc soi-même, on parle de soi, hein. Mais il va quand même accepter le fait que ce qu'on va appeler les dharmas, c'est-à-dire notamment les différents agrégats, hein, par exemple la vue, les objets, etc., ont une certaine forme d'existence temporelle, donc existent d'une certaine façon. Par exemple, bah là, effectivement, j'ai un œil qui va interagir avec un écran. Tous ces éléments-là ont une existence, une certaine forme d'existence. Et dans le Mahayana, ce qu'on va discuter par rapport à ça, c'est qu'en fait, même ces différents agrégats, ils sont vides d'essence. C'est-à-dire même ces différents agrégats en eux-mêmes sont vides. Pourquoi est-ce qu'ils sont vides? Tout simplement parce que, eh bien, les différents agrégats, au final, eux-mêmes sont entièrement dépendants des causes et des conditions. Et surtout, ils sont interdépendants et ils sont dépendants d'une multitude de choses. Si, par exemple, j'ai l'agrégat de la vue, par exemple, va se baser sur mon œil physique qui lui-même dépend d'une infinité de causes et de conditions, notamment le fait que j'ai des parents, c'est déjà, sinon ça n'existerait pas. Que mes parents ont eu des parents, etc. Qu'il y a de la lumière qui me permet d'avoir une forme de vision, parce que si on était dans le noir, je verrais rien. Tous ces éléments-là, en fait, qui font que même les agrégats en eux-mêmes ne peuvent pas être perçus comme ayant réellement une essence ou une existence réelle, dans le sens où ils sont eux-mêmes le fruit de causes et de conditions qui sont en permanent changement, et ils sont tous interdépendants. Voilà. D'ailleurs, il y a une idée par rapport à ça qui est intéressante, certains disent par exemple hein, qu'un grain de sable peut contenir tout l'univers ou qu'un grain de sable peut supporter tout l'univers. C'est cette idée par exemple de dire que le moindre petit grain de sable, s'il n'était pas là où il est actuellement, ça sous-entendrait que l'ensemble des causes et des conditions qui ont amené au fait que ce petit grain de sable soit posé à cet endroit-là d'une plage à Berck-sur-Mer, si ce petit grain de sable n'était pas là, ça sous-entendrait donc que toutes les causes et les conditions qui ont amené à sa création n'ont pas eu lieu. Et donc, de proche en proche, on élimine toutes les causes et les conditions qui ont amené la cause de la condition et la cause de la condition. Et on remonte comme ça ad infinitum, donc à l'infini. Ce qui fait que, du coup, si on enlève ce petit grain de sable de la réalité, on enlève toutes les causes et les conditions à l'infini qui ont servi à le créer, l'ensemble de ces causes et des conditions. Et donc, l'univers s'écroule d'une certaine façon. Vous voyez un peu l'idée? Ça paraît cramé, mais c'est intéressant comme philosophiquement et psychologiquement, c'est intéressant comme idée en fait. De dire qu'effectivement, un élément qui est là dans l'existence ne peut être dans l'existence que sur la base d'une infinité de causes et de conditions. Donc, donc d'une certaine façon, son existence est nécessaire à l'existence de l'univers en entier. Parce que s'il n'était pas là, ça sous-entendrait que toutes les causes et les conditions qui l'ont amené n'ont pas eu lieu. Et comme chaque cause a également sa propre cause, eh bien on continue à remonter comme ça en les effaçant les unes après les autres et l'univers s'écroule. Voilà. C'est beau. J'aime bien, j'aime bien. Et je regarde ce que disait Eponine. Je suis pas le fou du bus, hein, je rappelle. je rappelle. Je ne suis pas le fou du bus. Vous imaginez, vous êtes dans le bus. Vous êtes dans le bus et il y a un mec qui commence à vous expliquer ça. C'est littéralement le fou du bus. Ah merde. Putain, je suis le fou du bus. C'est exactement ce que dirait le fou du bus. Bah oui. La seule différence, c'est que je suis sur un live Twitch parce que si j'étais dans le bus en train de vous dire ça alors que je vous connais pas, je serais littéralement le fou du bus. Oh la vache, merde. Oh non. Parce que là si t'enlèves le grain de sable, là, il y a tout l'univers qui s'écroule, là. Le fou du bus. Ah putain, je suis en train de craquer. Le contexte a son importance. Oui, contexte, en effet, en effet. Je regardais ce que disait Eponine avant de craquer complètement. D'ailleurs, le petit véhicule dans les textes de maître sino-japonais, c'est un homme de paille. Et oui, c'est entièrement un homme de paille, oui. Il n'y a pas de pratiquant Theravada dans ce pays. Tout à fait. Il se base juste sur les textes pour connaître le petit véhicule et s'en servir de base pour éclipser le grand véhicule, tout à fait. Il y a eu quelques écoles quand même vaguement orientées petit véhicule au Japon, mais ça a toujours resté très mineur. Mais effectivement, c'est ça, c'est un peu un homme de paille. Ils connaissent pas vraiment, en fait. C'est pas un truc qui leur parle réellement. Et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de sutras qui sont
sutras du Mahayana, du début du Mahayana, qui sont aussi très durs avec les pratiquants du Theravada. En leur disant, en gros, les mecs ont rien compris, quoi. Alors, et après, ils ont essayé d'adoucir un petit peu ça, notamment dans le Sutra du Lotus, avec cette idée du véhicule unique. Mais ouais, les pratiquants du Theravada, ils prennent un peu cher, mais oui, c'est ça, c'est un peu l'homme de paille, quoi, complètement. Madame Dandan qui dit autant que ce soit pas celui qui conduit, en effet. Cette personne qui conduit dit ça dans le micro du bus. Ouais, non, mais c'est ça. Putain, j'ai été le fou du bus pendant quelques minutes, quoi, merde. Non. Alors, on va continuer. Donc, on avait parlé, hein, du coup, donc, du Theravada, hein, donc, les pratiquants du Theravada qui sont capables de concevoir donc, la réalité, enfin, en tout cas, la vacuité, donc la réalité et la vacuité de l'être, mais qui ne vont pas jusqu'au bout par rapport aux différents dharmas. Et donc, grâce à ça, ils réalisent les différents fruits et ils sortent du cycle des naissances grâce à l'extinction sans reste. C'est-à-dire que du coup, vu ils n'acceptent pas forcément ils n'ont pas forcément cette idée de l'interdépendance complète de toutes les choses, et bien en fait, ils vont réaliser leur extinction pour eux-mêmes sans chercher derrière à justement faire rentrer tout le monde dans le bus et à les aider. Et donc le numéro 2, hein, donc là, cette fois, il va passer aux adeptes du Mahayana. Hein. Si les adeptes du grand véhicule conçoivent le savoir de la vacuité des choses grâce à leur conscience soumise à l'acte, ils peuvent réaliser la bouddhaté en passant par les stations, les pratiques, les transferts, les mérites et les stades. Donc eux, ils vont justement, hein, réaliser du coup la vacuité des différents phénomènes et des différents dharmas. Donc même les éléments qui semblent être les éléments les plus premiers de la réalité suivant le Theravada, eh bien pour le Mahayana, ces éléments-là, eux-mêmes, sont les éléments de la vacuité. Enfin, possèdent en eux, sont caractérisés par la vacuité. Et on appelle doctrine des trois véhicules celle selon laquelle on convertit les adeptes du petit véhicule en leur exposant la vacuité des éléments derniers de la réalité, donc des dharmas, afin qu'ils entrent dans le grand véhicule. Donc là, c'est le coup classique justement de la conversion, hein, du coup, du petit véhicule vers le grand véhicule, du Theravada vers le Mahayana. Le savoir de la vacuité de ces éléments derniers éclaire la nature principielle et permet de connaître les signes caractéristiques des choses. Phénomènes et principes s'identifient mutuellement sans se faire obstacle. Les phénomènes sont identiques au principe et le principe est identique au phénomène. C'est en raison de cette identité du principe au phénomène que l'on est à même de voir des domaines de Bouddha infinis dans un atome. Alors là, ici, pas mal de choses intéressantes, mais en fait, ce que Myoe explique ici, c'est classiquement ce qu'on retrouve dans le Sutra du cœur. Cette idée qu'en fait, phénomènes et principes ne se font pas obstacle, phénomènes et principes sont équivalents, phénomènes et principes sont ici identiques, les phénomènes sont identiques au principe, le principe est identique au phénomène. Ce qu'on appelle ici principe, c'est la vacuité. Hein. C'est-à-dire ce qu'on veut dire par là, c'est que les phénomènes sont identiques à la vacuité est identique au phénomène. C'est typiquement ce que je disais, ce qu'on retrouve dans le classique du bouddhisme, hein, le Sutra du cœur, qui est un des sutras les plus courts, un sutra Mahayana, qui traite exactement de ce point. D'ailleurs, je me dis, du coup, je vais vous le lire. Voilà, ce sera plus simple. Alors, attendez, il faut que je me décale parce que j'ai ma caméra du dessus qui est en plein devant mon écran, du coup, ça me cache en partie la lecture. Alors, le Sutra du cœur, voilà ce qu'il dit. Hein. Le bodhisattva de la compassion, Kannon, alors qu'il méditait profondément, vit la vacuité des 5 skandhas. Donc là, c'est exactement ce que Myoe utilise pour différencier les pratiquants du petit véhicule des pratiquants du Mahayana, c'est que les pratiquants du petit véhicule acceptent d'une certaine façon la réalité temporaire des 5 agrégats, des 5 skandhas, des 5 agrégats, alors que le pratiquant du Mahayana, comme Kannon, hein, voit la vacuité des 5 agrégats. Et donc, il coupa les liens qui le faisaient souffrir. Ici donc, la forme n'est rien d'autre que la vacuité. Donc, les phénomènes ne sont rien d'autre que le principe. La vacuité n'est rien d'autre que la forme. La forme n'est que vacuité, la vacuité n'est que forme. Sensation, pensée et choix, la conscience elle-même sont identiques à cela. Toutes les choses sont le vide premier qui n'est pas né, ni détruit, ni taché, ni pur. Pas plus qu'il ne croit ou ne décroît. Ainsi, dans le vide, il n'y a ni forme, ni sensation, pensée ou choix, ni non plus de conscience, ni œil, oreille, nez, langue, corps, esprit, ni couleur, son, odeur, saveur, toucher, ni rien que l'esprit puisse saisir, ni même l'acte de sentir, ni l'ignorance, ni fin de celle-ci. Donc là, on avait les différents agrégats, hein. Ni rien de ce qui vient de l'ignorance, ni déclin, ni mort, ni fin de ceci. Il n'y a pas non plus de douleur, ni de cause de douleur, ni cessation de la douleur, ni noble chemin menant hors de la douleur, ni même de sagesse à atteindre.
l'atteinte aussi est vacuité. Sachez donc que le bodhisattva, ne s'attachant à rien qui soit, mais demeurant dans la sagesse prajna, est libéré d'obstacles illusoires. Débarrassé de la peur nourrie par ceci, et atteint l'éclatant nirvana. Tous les Bouddhas du passé et du présent, Bouddhas du temps futur, utilisant cette sagesse prajna, arrivent à une vision complète et parfaite. Écoutez donc le grand Dharani, le radieux mantra sans égal, le Prajnaparamita, dont les mots apaisent toute souffrance. Écoutez et croyez en sa vérité. Gate gate para samgate bodhisva. Gate gate para samgate bodhisva. Gate gate para samgate bodhisva. Donc ce texte, hein, c'est un texte très important du bouddhisme du grand véhicule et qui traite justement du coup de cette identité des phénomènes et de la vacuité, le fait qu'en fait tous les phénomènes, toutes les sensations, tous les éléments physiques sont en réalité vides. Donc quand on appelle vide, en fait, ce qu'on veut dire par là, c'est que ils n'ont pas d'existence propre. Ils sont basés entièrement sur une infinité de causes et de conditions qui elles-mêmes sont basées sur une infinité de causes et de conditions, etc., etc. Je regarde. Alors, attendez, où là? J'ai pas vu, je regarde juste Éponine qui dit. Et puis, du point de vue Bouddha, on est tous des fous du bus. Exactement. C'est ça. Il a pas tort en vrai, que dit Oui Hazard. Ah voilà, puis effectivement, Éponine qui cite le chinois. Pardon, réflexe, normal, hein, c'est ça. On est tous barges, c'est ça. Certaines, ouais. Parle de la folie, intéressant. Mais cette vacuité, elle est intéressante aussi à traiter. On peut la traiter sous deux aspects différents, qui sont globalement les deux grandes branches on va dire les deux grandes branches du Mahayana qui, dans certaines écoles, se retrouvent regroupées l'une avec l'autre. Mais on va avoir d'un côté une version qu'on peut qualifier d'idéalisme. Alors je vais mettre des grosses guillemets à idéalisme parce que c'est pas exactement ça non plus. Et on a la version vraiment Madhyamaka avec le Nagarjuna. Donc ces deux versions différentes de comprendre la vacuité, qu'est-ce qu'elles sont? La première, c'est celle qui s'approche donc vraiment de l'idée de Nagarjuna, hein, qui est de dire que justement les phénomènes sont vides d'essence tout simplement parce qu'ils sont interdépendants et ils se basent sur une infinité de causes et de conditions. Eux-mêmes se basent sur une infinité de causes et de conditions, ce qui fait que par exemple quand je vois cette tasse-là, j'ai l'impression de voir ici la réalité de la tasse, mais en réalité la tasse est vacuité dans le sens où cette tasse est constituée d'un ensemble d'éléments qui sont basés sur une infinité de causes et de conditions. Il a fallu un potier pour la faire, il a fallu du soleil, il a fallu de la chaleur, mais chacun de ces éléments, il fallait que le potier ait des parents pour pouvoir avoir un potier pour qu'il puisse faire cette tasse. Il y a eu des influences très probablement japonisantes sur cette tasse. Donc il a fallu que d'ailleurs c'est une potière, que la potière se base sur la culture japonaise. Donc il a fallu que la culture japonaise existe. Donc il a fallu que le Japon existe. Donc vous voyez, et on peut revenir comme ça à l'infinité sur une infinité de causes et de conditions. Donc, quand on voit cette tasse, on a l'impression de voir un ensemble détaché des causes et des conditions, alors qu'en fait ça se base sur une infinité incompréhensible de causes et de conditions. Il n'y a pas d'essence de tasse dans cette tasse. Ça c'est la première chose. Excusez-moi 2 secondes. C'est tout. Ça, c'est la première version. Il y a une autre version qui est, on va dire, une forme d'idéalisme, donc, comme je disais, avec des guillemets, où là, on va définir la tasse comme n'ayant pas d'existence propre, tout simplement parce que si je vois cette tasse comme elle est, c'est uniquement de par, d'une certaine façon, comment expliquer ça clairement? Je vais l'expliquer dans l'autre sens. Je vois cette tasse telle qu'elle est. Ok. Moi, être humain, Greg, actuellement, je vois cette tasse telle qu'elle est, avec un design, elle est globalement verte et blanche. Si j'étais une personne qui ne voit pas les couleurs, je verrais cette tasse en nuances de gris. À l'heure actuelle, je vois cette tasse, je la prends dans ma main, je sais que c'est une tasse. C'est-à-dire que je sais que c'est un récipient pour mettre des trucs dedans, mais c'est une tasse. Donc c'est vraiment le Yogacara, hein, ce que je suis en train d'expliquer exactement. Et cette tasse, voilà, je dis, ok, c'est une tasse, je mets un liquide dedans. Si mon chat vient sur mon bureau, il va juste se dire, c'est un truc avec de l'eau dedans. Il va pas conceptualiser le concept de tasse. Il va pas se dire, c'est une tasse. Il va juste se dire, il y a de l'eau dedans, très bien, je vais aller boire dedans, même si j'ai pas le droit, parce que je suis un chat. Voilà. Si une fourmi
commence à monter sur ma tasse, elle va se dire Just a montagne là. Oh là là, la montagne, ça finit pas là. Elle va monter comme ça, avec un accent suisse apparemment, parce que les fourmis ont des accents suisses pour une raison obscure. Donc, tout ça pour arriver à la conclusion du Yogacara, qui est de dire cette tasse n'a de réalité que dans mon esprit. C'est-à-dire, elle n'a de réalité, j'appelle ça une tasse et je la conçois telle quelle comme étant une tasse de par mon propre esprit. Si j'étais un chat, je verrais ça différemment. Si j'étais une fourmi, je verrais ça différemment. Si j'étais une autre personne, je verrais ça différemment. Je vais, d'une certaine façon, associer un certain nombre de concepts à cet objet-là qui vont lui donner une existence qui est forcément erronée par rapport à ce qu'elle est. Et dans le sens où erronée parce que je ne peux, en tant qu'être humain, je ne peux que concevoir le monde sur la base de mes sens qui, eux-mêmes, du coup, m'apportent entièrement des informations erronées en boucle. C'est-à-dire, ils me donnent une vision du monde. C'est mes sens qui me donnent une vision du monde. Si j'étais une autre personne, je verrais ça différemment. Si j'étais un autre animal, je verrais ça différemment. Si j'étais aveugle, je verrais ça. Du coup, je ne verrais pas ça, pardon. J'aurais un contact physique avec la tasse, mais je ne pourrais pas la voir, etc., etc. Donc, cette idée du Yogacara, c'est cette idée légèrement idéaliste de dire que bah, du coup, chaque personne en elle-même crée le monde, crée un monde. Ce monde est erroné, parce que chaque personne crée un monde différent en fonction de sa vision des choses. Voilà l'idée. Et donc, d'où le revenir à l'idée de la vacuité, donc tout est vacuité, puisqu'en réalité, tout ce qu'on voit est d'une certaine façon erroné. Si j'étais une autre personne, je la verrais différemment. Donc, puisque chaque personne et chaque animal voit les choses d'une façon différente, alors du coup, quelle est la réalité de cette tasse? Voilà, quelle est la réalité de cette tasse? Est-ce que c'est une montagne, comme le voit la fourmi avec l'accent suisse? Est-ce que c'est juste un récipient avec de l'eau? Est-ce que c'est ce qu'on appelle une tasse? Voilà, etc., etc. Est-ce qu'elle est verte? Est-ce qu'elle n'est pas verte? Etc., etc. Et vous pouvez appliquer cette même idée à tous les objets. Et comme le dit Hipponine, hein, l'opposition, donc Yogacara, donc c'est cette idée-là, versus Madhyamaka, qui est la première idée de vacuité qui se base plus sur l'interdépendance des choses, elle est très exagérée en Occident, mais en réalité, effectivement, il y a de nombreux maîtres, notamment en Chine, hein, qui ont expliqué comment les deux points de vue sont au final s'imbriquent les uns avec les autres. Et effectivement, dans le Jodo Shinshu, Hipponine a raison, on a notamment Vasubandhu, qui est le patriarche vraiment typique du Yogacara et, Nagarjuna, qui est celui du Madhyamaka, qui font partie des deux, qui sont deux des 7 patriarches de la Terre pure. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de problème. Et Tan Luan, hein, d'ailleurs, qui est un des 7 patriarches de Jodo Shinshu, est justement connu pour, d'une certaine façon, avoir réussi à un peu imbriquer tout ça ensemble. Voilà. Les fourmis suisses. Désolé, je suis en mode fou du bus aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai. Subjectivité versus objectivité, exactement. Mais en fait, il y a cette idée de... en fait, on ne peut pas objectivement connaître les choses, en tout cas avec notre savoir limité, vu qu'on est en permanence abusé par nos propres sens. Voilà. Et si on avait des sens, si on percevait les... Bah, typiquement, hein, si je reprends l'exemple du chat, le chat voit, et le chien en particulier, un chien, si je prends l'exemple d'un chien, un chien en particulier voit un monde d'odeurs que on a, en tant qu'être humain, on n'a aucune idée de ce que c'est, quoi. On ne peut pas concevoir la vision du monde qu'a un chien qui se base énormément sur son flair versus nous qui nous basons beaucoup plus sur nos yeux, ce genre de choses. Et alors, comme dit, c'est pas un idéalisme pur dans le sens où, même en Occident, hein, on a des philosophes qui ont développé cette idée d'idéalisme, où là, hein, l'idée d'idéalisme pur, ce serait de dire, en fait, l'univers n'existe que parce que je le crée dans mon esprit. C'est-à-dire que si je sors de cette pièce n'existe pas. C'est pas ce qu'on est en train de dire ici. C'est pas ce niveau d'idéalisme-là. C'est pas un idéalisme absolu. C'est vraiment juste une idée de dire cette pièce m'apparaît telle qu'elle est uniquement parce que je suis biaisé par mes propres sens. Si j'avais des sens différents, si j'étais un autre type de personne, si j'étais un autre type d'animal, je verrais les choses complètement différemment. Donc en fait, je me crée un monde par le truchement de mes propres sens. Voilà. C'est ça. C'est pas Matrix, c'est encore mieux. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, tout ça pour expliquer un peu cette idée-là de vacuité, parce que c'est dans le texte de Mioé ici un petit peu compliqué. Mais c'est ce qu'il expliquait, hein, en disant, après ce long détour, en disant du coup, c'est en raison de cette identité du principe au phénomène que l'on est à même de voir des domaines de Bouddha infinis dans un atome. Un instant de pensée de savoir authentique est en gros d'infinité de pratiques. Et l'initial et le final étant mutuellement identiques, c'est de façon subite que l'on cultive la carrière des bodhisattvas.
Donc là, c'est un point qui est un point important du bouddhisme de l'Avatamsaka, du Kegon. C'est cette idée, effectivement, que dans un atome, du coup, eh bien, il y a une infinité de champs de Bouddha, puisqu'en fait, les phénomènes en eux-mêmes et la vacuité ne font plus obstacle. Il y a une interdépendance de toute chose. Donc, puisqu'il y a une interdépendance de toute chose, eh bien, on est capable de voir dans un atome une infinité de champs de Bouddha. Pour vous expliquer ça peut-être d'une façon un peu plus claire, on prend traditionnellement l'exemple de ce qu'on appelle le filet d'Indra. Pour vous expliquer l'idée du filet d'Indra, imaginez un filet de joyaux infinis. Pour que ce soit peut-être plus simple à comprendre, imaginez que c'est des perles, parce que je trouve que c'est plus logique si c'est des perles. Imaginez que c'est des perles qui ont une surface qui est telle qu'elle reflète parfaitement les choses. Imaginez ce filet infini, donc filet d'Indra, constitué d'une infinité de ces petites perles. L'idée de ce qu'on est en train de dire là, de l'imbloquance en fait des phénomènes entre eux, c'est de dire qu'un phénomène unique peut contenir l'infinité des phénomènes, l'infinité des phénomènes peut contenir un phénomène unique, l'infinité peut contenir l'infinité, un phénomène unique peut contenir un phénomène unique. Si on applique ça avec l'idée du filet d'Indra, imaginez cette petite perle, une perle qui est seule dans le filet d'Indra. Cette perle, elle est capable de refléter la perle qui est juste à côté. Logique. Elle reflète la perle qui est juste à côté. Donc dans la première perle, vous voyez l'autre perle. Imbloquance des deux phénomènes. Le 1 ne fait pas bloquance au 1. Le 1 est reflété dans l'1. Ça, c'est le premier. Cette perle aussi, logiquement, comme elle est capable de refléter la première perle, elle est aussi capable de refléter l'infinité des perles qui est autour d'elle. Puisqu'elles sont toutes les unes, enfin, plus ou moins en contact les unes, enfin, elles sont toutes à portée les unes des autres d'une certaine façon, cette perle-là est capable de refléter l'infinité des perles. Ce qui fait qu'il y a imbloquance de l'un et du multiple, de l'un et de l'infinité. Cette perle, seule, est capable de contenir en elle-même l'infinité des autres perles, elle est capable de refléter l'infinité des autres perles. Même principe, l'infinité des autres perles, eh bien, chacune de ces perles, d'une infinité de perles, est capable de refléter une des perles. Logique. Imbloquance du coup du multiple et de l'un. Et pareil, l'infinité des perles, chacune de ces perles de l'infinité de perles est capable de refléter toutes les autres perles, donc infinité reflétée dans l'infinité, il y a imbloquance de l'infinité et de l'infinité. Donc c'est ça cette idée du filet d'Indra, d'une façon imagée, pour comprendre cette idée de l'imbloquance des phénomènes en disant le 1 peut contenir le multiple peut contenir l'un peut contenir l'un, le multiple peut contenir le multiple. Et donc en appliquant cette idée-là, eh bien effectivement, suivant ce concept-là, quand on comprend ça, eh bien on peut effectivement percevoir dans un atome une infinité de champs de Bouddha, une infinité de Bouddha, puisqu'il y a imbloquance des phénomènes. Voilà. Effectivement, il y a aussi cette idée de... Alors attends, je regarde juste ce qu'il disait. Si Descartes avait spawn en Asie, il aurait galéré face au maître bouddhiste avec son cogito ergo sum. Ouais, alors complètement. Hein. Il se serait pas risqué, je pense donc je suis. Tu crois que tu penses ça garantit rien, les retours en Occident. Ouais, non, mais c'est clair. C'est vrai que ça paraît trivial, hein, le je pense donc je suis paraît extrêmement trivial au niveau par rapport aux philosophes bouddhistes, ouais, complètement, ouais. Effectivement. Et Ponine qui disait par rapport au filet d'Indra, hein, encore plus simple, imaginez une pièce où les murs sont tapissés de miroirs et remplis d'encore plus de miroirs. Maintenant, étendez cette pièce de miroir à l'univers entier. Plus simple. Non, mais c'est vrai, c'est une autre idée. Hein. Donc 1 égale l'infini, exactement, ouais. En fait, c'est pas que 1 égale l'infini, c'est que 1 n'est pas bloquant pour l'infini. D'une certaine façon, si tu veux aussi le concevoir avec l'idée des causes et des conditions, c'est de dire que, ça revient à mon idée du grain de sable, c'est de dire qu'un grain de sable, en lui-même, contient l'entièreté de l'univers, dans le sens où si on enlevait ce grain de sable-là, c'était ma phrase de fou du bus, hein, mais si on enlève ce grain de sable-là, on enlève toutes les causes et conditions qui vont avant, et en fait, au fur et à mesure qu'on supprime cette chaîne de causes et de conditions, et bien en fait, ces causes et ces conditions, elles sont aussi causes et conditions d'autres choses. Et donc, au fur et à mesure, il y a toute une arborescence qui va se détruire, en fait, et qui va tout tomber. Voilà. Et c'est le principe de la non-dualité, effectivement, comme dit Dag Deg. Hein. C'est cette idée qu'effectivement, du coup, l'un et l'infini ne se bloquent pas. L'infini peut contenir le 1, l'un peut contenir l'infini peut contenir l'infini, le 1 peut contenir le 1. Alors c'est très conceptuel tout ça. Hein. C'est
C'est très, très conceptuel. C'est sûr que nous, avec notre esprit dualiste, je rejoins le point de Dagdeg, hein, avec notre esprit qui est ancré dans la dualité, euh, on dit ça, effectivement, on passe pour le fou du bus. C'est des choses qu'on conçoit mieux justement dans certaines formes de méditation. Et d'ailleurs, Mioé, je crois qu'il en parle, je sais plus s'il en parle juste là ou après. Euh, Ah bah attendez, je vais vous lire parce que c'est exactement ça. Il continue et ça répond à la question. Donc tout à fait. Donc, ouais. Voilà, je sais plus si j'ai sauté une ligne, attendez. De principe phénomène, les domaines de Bouddha, etc. Voilà. Lorsque ce savoir est présent, les passions et l'éveil ne font plus qu'un. Donc là, il y a imblocance des passions et de l'éveil, hein. La transmigration et l'extinction ne font plus qu'un. Le conditionné et l'inconditionné ne font plus qu'un. L'impur et le pur ne font plus qu'un. Le profane et le sacré ne font plus qu'un. Le plan causal et le plan final ne font plus qu'un. Donc c'est l'absence de dualité, hein, exactement. Dans ces conditions, toutes choses sont une et par nature non duelles. Non duelles, elles n'en ont pas pour autant une nature d'unicité. Ça, c'est un point qui est important, hein. Cette idée de la non-dualité ne sous-entend pas, c'est paradoxal, hein. Non duelles, elles n'en ont pas pour autant une nature d'unicité. C'est-à-dire que on accepte la non-dualité de cette tasse sur la base d'une infinité de causes et de conditions, mais il n'empêche qu'à un moment, il y a une tasse. Il y a une tasse. Elle se base sur une infinité de causes et de conditions. Elle est liée de par cette infinité de causes et de conditions à l'entièreté de l'univers. Elle n'existe pas indépendamment du reste, mais il n'empêche qu'à un moment, il y a une tasse. Très conceptuel tout ça, hein. Toutes les vues fallacieuses sont oblitérées et les conceptualisations différenciatrices transcendées. C'est-à-dire qu'on arrête justement de différencier les différentes choses grâce à la doctrine de la vacuité et de l'unité des choses. Adhérer à cette doctrine définit la foi dans le grand véhicule. Réaliser ce principe qualifie le savoir du véhicule unique. Bien que la nature de ce savoir soit sans commencement ni fin, dans l'accès à la transmigration, les résidus psychiques latents des obstacles ne sont pas encore anéantis. Donc, ce qu'il dit par là, c'est que de base, c'est comme ça qu'on est censé voir les choses, mais comme eh bien, on a une couche d'ignorance, une crasse d'ignorance qui reste sur nous, eh bien, on va être obligé de se débarrasser graduellement de cette couche d'ignorance pour pouvoir arriver à cette conception des choses. Et ce qu'il dit ici, hein, dans l'accès les résidus psychiques voilà, latents des obstacles ne sont pas encore anéantis, c'est la raison pour laquelle lorsqu'on entre en méditation, on voit la nature d'unicité. Tandis que dès que l'on sort de méditation, on a à nouveau la dualité sous les yeux. C'est grâce à la mise en œuvre graduelle de l'activité de la culture contrecarrante dans le plan unitaire de la loi, hein, c'est grâce à... Attendez, je reprends la phrase après. Je veux juste m'arrêter déjà sur l'histoire de la méditation. C'est très intéressant ce que dit Mioé ici. C'est qu'en fait, de par notre couche d'ignorance, dans notre vie de tous les jours, en fait, on n'est pas capable de percevoir cette vacuité des choses, on n'est pas capable de percevoir cette unicité des choses, cette absence de dualité. En fait, on la ressent d'une certaine façon pendant la méditation, c'est-à-dire qu'il y a des états de méditation où eh bien, le soi s'efface et il n'y a plus de différence entre nous et ce qui nous entoure. Mais ce que dit Mioé, c'est qu'en tant que personne humaine, dès qu'on sort de notre méditation, eh bien, on retombe dans la dualité, on retombe, ben effectivement, là, si je prends ma tasse, j'ai bien conscience qu'il y a ma main qui est séparée de la tasse. Alors qu'en fait, en méditation, on pourrait concevoir que les deux sont tellement liés qu'en fait, il n'y a pas de réelle différence entre les deux. Et du coup, je regarde ce que vous disiez, piqui, parce qu'il y avait beaucoup de choses. Mon esprit de matheuse a un peu du mal. C'est concevable, c'est normal. L'important, c'est la conclusion. Tout est voilà. Je suis d'accord avec Éponine. C'est une bonne façon de mettre les choses en avant en disant l'important, c'est la conclusion. Tout est interdépendant puisque les êtres ont déjà atteint l'éveil. Alors toi aussi, tu as déjà atteint. Il va juste falloir ouvrir les yeux pour le voir. Alors voilà, c'est un élément qui est important, hein, cette idée, effectivement. Gardons en tête que tout est interdépendant. Tout interagit les uns avec les autres. Tout est la cause de l'entièreté des choses. Je fais 8 heures de philo par semaine en bac L. Ouh. Ah bah la non-dualité, c'est la physique quantique de la philosophie. Ouais, non, mais c'est complexe, hein. En fait, à nouveau, en tant que Guius Normo, dans notre vie normale, et Mio l'a bien mis ici, hein, on ne peut pas concevoir réellement la vacuité et l'absence de dualité. La non-dualité. On vit dans un monde de dualité, c'est comme ça que notre cerveau est fait. C'est comme ça que d'une certaine façon, notre cerveau animal aussi garantit notre survie, hein, en disant il faut que je maintienne en vie cet organisme nommé Greg.
Et donc, on ne peut avoir vraiment de... On ne peut comprendre cette non-dualité un peu que de deux façons, soit conceptuellement essayer de le comprendre, même si tout dans notre vie réelle va à l'opposé de ça, donc c'est de la compréhension plus philosophique, et derrière, il y a une compréhension plus physique qui, elle, s'acquiert plutôt par la méditation, comme le disait Mioé ici, avec certains états méditatifs où effectivement, la dualité tombe, et pendant la méditation, on a vraiment cette non-dualité, on est dans cet état de non-dualité, et pourtant, dès qu'on en sort, eh bien, on retombe la tête la première hein, dans la dualité. Voilà. La philo et la littérature, c'est les deux seules matières que je sais pas. Et après, on s'étonne qu'elle soit devenue bouddhiste, c'est clair. Et ça va bien avec, hein, littéralement, c'est ça, hein, c'est de la philo mis en littérature, hein, le bouddhisme, concrètement. On avait un dessin. C'est bien, et Dagdeg qui dit c'est bien pour ça que dans la majorité de traditions, on enseigne la pratique de la méditation. Sinon, tous ces concepts sont assez bullshit, il faut chercher à les percevoir par soi-même, tout à fait. Et pour peut-être rassurer Tomoyo avec cette histoire-là, et pour prêcher pour ma paroisse, dans le Jodo Shinshu, en fait, on n'a pas besoin de s'embêter trop avec ça. C'est des concepts là qui sont importants parce qu'ils sont vraiment philosophiquement importants dans le système de Myoe, qui est un système Kegon. Kegon et Shingon, mais Kegon dans ce cas-là. C'est important pour Myoe de comprendre tout ça. Shinran te dirait t'as pas compris la vacuité? Bon, bah écoute, hein, moi non plus. Écoute, on est deux. Après, je sais pas, je pense qu'il avait peut-être compris, mais en pratique, il vivait dans un monde de dualité aussi. Hein. Je pense qu'il te dirait, oui, bah en fait, tu sais quoi? Remets-toi-en au Bouddha Amida, récite le Nembutsu, ça ira bien. T'embêtes pas trop avec tes trucs-là. Si tu piges pas ça, c'est pas un problème. C'est pas ça qui va te bloquer. T'auras le temps de comprendre ça plus tard. L'important, c'est remets-toi-en au Bouddha, récite le Nembutsu, ça va le faire. Il y a des cours de vacuité en terre pure. Bah, il y a un peu quand même, en vrai, mais en fait, ce qui est intéressant, et je fais un aparté par rapport à Shinran, là-dessus, je vous ai parlé, donc quand je vous ai parlé de la vacuité, je vous ai parlé de la différence entre le Yogacara et le Madhyamaka. Donc vraiment, c'est deux grands courants d'interprétation du monde, donc qui sont dont les champions sont Nagarjuna pour le Madhyamaka et Vasubandhu pour le Yogacara. C'est vraiment pour ça qu'ils sont connus. Shinran, je vous ai dit, il les met dans ces 7 patriarches. Hein. C'est littéralement les deux premiers. Hein. Nagarjuna en 1, Vasubandhu en 2. Sauf que, quand on lit Shinran, il s'en bat les steaks des textes de Nagarjuna et de Vasubandhu qui sont en lien avec ces concepts clés de vacuité. Il s'en bat les steaks. Pourquoi est-ce qu'il les met dans sa liste? C'est parce que Nagarjuna a un texte dans lequel il dit si vous n'arrivez pas à pratiquer, si c'est trop compliqué, eh ben, il reste le Bouddha Amida. Voilà. Il y a le Bouddha Amida, et en fait, le Bouddha Amida, c'est comme arriver à... en fait, en gros, devenir un Bouddha par le truchement ou par la base, en se basant sur le Bouddha Amida, eh bien, c'est aussi facile que, du coup, voyager à bateau, contrairement à la voie des sages qui consiste à voyager à pied. En réalité, quand il en parle, Nagarjuna, dans son texte, il sous-entend que vous devriez quand même essayer de le faire à pied, mais au pire, si vous n'y arrivez pas, il y a le bateau. Shinran, il a compris en disant, il y a le bateau. C'est bien le bateau. Et moi, je prends le bateau. En fait, il s'en fiche de toutes ces notions complexes de vacuité, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est le passage où Nagarjuna, il parle vaguement d'Amida. 1. Vasubandhu, pour le Yogacara. Vasubandhu, pareil, Shinran, il s'en bat les steaks de ces textes qui ont rapport avec le Yogacara, donc cette idée de cette forme un peu d'idéalisme, etc., de conception du monde. Bat les steaks. Lui, ce qui l'intéresse, c'est un texte obscur de Vasubandhu, où on n'est même pas sûr que ce soit Vasubandhu qui l'a écrit, dans lequel il rend hommage au Bouddha Amida, et c'est tout. Voilà. C'est la seule chose qui l'intéresse. Donc en fait, il va vraiment se simplifier par rapport à ça. Il dit, c'est pas... En gros, ça, c'est la voie des sages. Arriver à comprendre tous ces trucs compliqués, c'est la voie des sages. Moi, Shinran, j'admets que je suis un énorme touristos, et donc je m'en remets au Bouddha Amida. Mais voilà, il garde quand même ces deux figures extrêmement importantes dans l'histoire du bouddhisme, mais il ne les cite pas pour les raisons pour lesquelles ils sont connus. Je l'ai bien détaillé d'ailleurs dans mon commentaire au Shoshinge, hein, pour ceux d'entre vous qui l'ont lu. Est-ce que j'ai fait un point d'exclamation livre? J'ai fait point d'exclamation livre? Livre? Ah ouais, trop bien, j'ai fait un point d'exclamation livre. J'en parle justement dans mon
dans mon commentaire au Shoshinge, quand il aborde justement la partie sur les 7 patriarches, la deuxième partie du Shoshinge, il commence du coup bien sûr par Nagarjuna et ensuite par Vasubandhu, et j'explique un petit peu les notions qui sont en lien avec ces deux penseurs, et aussi surtout à quel point Shinran du coup ne les cite pas pour ce pourquoi ils sont connus. Voilà, mais juste parce qu'il parle d'Amida à un moment, quoi. Et ça, c'est intéressant. Donc voilà, tout ça pour dire, ne vous prenez pas trop la tête avec ça. C'est intéressant de savoir que ça existe, mais si je vous disais que moi j'ai compris ça et que je l'ai intégré dans ma vie, ce serait des mensonges. Voilà. Par contre, j'aime conceptuellement cette idée qu'il y a une imbloquance des terres pures avec notre monde, mais tout simplement parce que bah, comme j'ai un intérêt pour le bouddhisme de la terre pure, j'aime bien cette idée de dire que la terre pure d'Amida, elle interagit sur notre monde également. Mais on va dire, c'est ce que j'en retiens. Mais voilà, c'est intéressant et c'est à nouveau pour ça qu'il est important de nuancer en disant voilà, ce que je fais le mercredi, hein, c'est vraiment du bouddhisme de la, entre guillemets, la voie des sages. C'est pas la branche pas la branche dans laquelle j'ai été formé, et de deux, euh, si c'est trop compliqué, c'est pas grave. Parce qu'au final, dans le Jodo, enfin en tout cas pour ceux qui s'intéressent au Jodo Shinshu qu'on voit le vendredi, on va vous dire c'est normal, vous avez des gus normaux, c'est tout à fait logique que vous pigez pas ça, quoi. Et puis bon, Mioé, il est balèze, quoi. Mioé, il est costaud. Il est très très costaud. Je regarde un peu vos messages parce que je suis parti dans un petit tunnelos. D'ailleurs, je vais mettre un emoji tunnelos avant de partir. Hop, avant de partir sur vos messages. Alors, ça, Emeshi qui disait ça, j'aime bien. Pas besoin de message pour comprendre. Pas de dessin, pardon, pour comprendre, en effet. Dagdeg qui dit non, mais je veux dire, c'est Amida qui les donnera. Donc, perso, j'attendrai la terre pure pour comprendre la vacuité. C'est ça. Ce sont des choses qui viendront. Attends, hop, il y a un message d'Eponine qui a été shooté, mais je le remets. C'est ça, effectivement. C'est bien le bateau comparé au nombre de kilomètres qu'a dû faire Sudana pour rencontrer ses amis de bien. C'est clair, exactement. Mais c'est plus distrayant en bus. C'est ça. Plus ça va, plus la métaphore du bateau me semble réjouissante. On est d'accord. On est entièrement d'accord. Mais c'est vraiment intéressant, et ça, c'est un truc que moi, j'avais pas parce que euh, moi, j'ai tendance à lire les choses suivant Shinran, forcément, vu que je suis un moine Jodo Shinshu, et j'ai pas forcément lu tous les textes sources sur lesquels il se base, et notamment le texte de Nagarjuna, avec cette histoire de bateau. Et en fait, je sais plus qui m'a expliqué ça, peut-être mon sensei Michael, qui m'a expliqué cette histoire en fait que à la base, Nagarjuna quand il en parle, c'est un peu alors pas pour se moquer, mais en disant vraiment, alors le coup des mecs du bateau, c'est vraiment pour les losers qui sont pas capables de pratiquer par eux-mêmes, quoi. C'est vraiment un truc en dernier recours si vraiment vous êtes des gros nazes, quoi. Mais en fait, pour Shinran, c'est l'inverse. Lui, il va dire, bah, de toute façon, on est tous des gros nazes. Donc, partant de là, let's go bateau, quoi. Ah, bah, j'ai mon petit ticket. Mon petit ticket, c'est Namo Amida Butsu. Hein. En gros, c'est ça, c'est le Nembutsu. J'ai mon petit ticket TOS. Allez, hein, on rentre dans le bateau et on arrête de se prendre la tête avec tout ça. Hein. Let's go. C'est ça. Nagarjuna, bon, pour les moins doués, il y a Amida. Des siècles plus tard, ah, ils en ont fait une école. C'est ça, mais c'est vraiment ça. C'est exactement ça. C'est moi le Gugus du bus. On est tous des Gugus du bus, c'est ça. Ouais, mais on est tellement nombreux à avoir besoin du bateau. C'est ça, exactement. Parce qu'en fait, on ne peut pas attendre euh, de chaque personne qu'elle soit capable d'avoir ce niveau de compréhension, en fait. C'est extrêmement abstrait, c'est extrêmement obscur. Et c'est intéressant d'avoir des alternatives, en fait. Et Joe Shinshu se place vraiment sous cet angle-là, sous l'angle de l'alternative, en disant, bah, ok, si vous n'êtes pas capable de réaliser ces méditations compliquées, de comprendre ces théories compliquées, eh bien en fait, remettez-vous-en au Bouddha Amida et restez le Nembutsu. Et d'ailleurs, je reprends mon petit Tanisho, hein, mais c'est littéralement le début du Tanisho. Hein. Attendez, hop. Voilà, déconner la pensée de dire le Nembutsu avec la foi que nous obtiendrons enfin la naissance dans la terre pure délivrée par l'inconcevable du vœu d'Amida, nous fait aussitôt prendre part au bienfait de son embrassement indéfectible. Sachez que le vœu primordial d'Amida ne choisit ni entre les jeunes et les vieux, ni entre les bons et les mauvais, que la foi seule est nécessaire. On pourrait rajouter ni entre ceux qui comprennent la vacuité et les autres. La raison en est qu'il s'agit de son vœu de délivrer les êtres accablés par le mal de leurs fautes et embrassés par leur passion, et du coup leur ignorance aussi. Hein. Par conséquent, si nous avons foi dans son vœu primordial, il n'y a pas d'autre bien qui importe, pas besoin de comprendre la vacuité, parce qu'il n'y a pas de bien qui surpasse le Nembutsu, ni de mal à craindre, parce qu'il n'y a pas de mal qui soit en mesure d'entraver le vœu primordial d'Amida. Voilà. C'est ce qui, à mon sens, explique bien les choses. C'est terrible, je suis en train de faire cette vieille technique des, cette vieille technique des bonzes de la terre pure,
en disant on vous met un texte ultra complexe et après les gens ils sont tous en PLS, tu mets tout le monde en PLS avec un texte complexe et après tu fais non mais entre vous et moi, il y a le Nembutsu aussi. On peut prendre le bateau. C'est vraiment une vieille technique classique dans la Terre pure, ça. Mais bon, moi je fais pas ça pour ça, hein. Je fais ça parce que je trouve que c'est intéressant d'un point de vue philosophique de comprendre tout ça. Et mine de rien, bah, ça nourrit malgré tout. Je me moque et je dis que c'est pas utile, etc. Mais ça nourrit malgré tout le système philosophique bouddhiste, tout ce qu'il y a autour. Donc je ne jette pas ces notions du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous ne les comprenez pas, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Avec l'imbloquance, on peut tous monter dans le bateau. Exactement, il y a de la place pour tout le monde. Exactement, si bien... c'est exactement ça, Tomoyo. On peut tous monter dans le bateau, c'est le bateau infini du Bouddha Amida. Exactement. Et Pauline qui dit, moi aussi, je prends le bateau, mais je fais le chemin pour aller au port à pied. Ah, c'est beau, ça. Et je m'arrête dans chaque bibliothèque. Excellent. Tomoyo, je crois que t'as bien saisi le concept. Je croyais même que c'était Epo qui avait écrit. Exact. Excellent. Amandine qui dit, je dois partir, je reviendrai sur le replay. C'est tellement intéressant, même si... Mind-blowing. Le cerveau qui fond. Bonne journée à tous. Bonne journée à toi, Amandine, merci. Ça va alors, je suis rassuré de pas tout comprendre, oui, c'est tout à fait normal. Et je dois vous avouer, d'ailleurs, aujourd'hui, je suis content parce que je m'amuse bien à l'expliquer. Alors, j'ai probablement dit des bêtises aussi, mais ça va. Mais vraiment, quand j'ai lu ces passages de Mioé là, pour préparer le live, j'étais genre... Oh, oh la vache. Ah non. Ah, ça va être horrible à expliquer. Ah, Déjà, j'étais pas sûr d'avoir compris tout ce qui se passait. Et après, je me dis, waouh, putain, l'expliquer, ça va être encore quelque chose. Mais ça va, en vrai, ça se fait. Hein. Ça se fait. Écoutez, on va juste finir, bah, du coup, cette question. Je suis allé encore moins loin. Je m'étais dit, là, on est question 2. Hein. Je m'étais dit, normalement, je devrais pouvoir aller jusqu'à la question 4. Non. Non. On va s'arrêter à la question 2. C'est tout. On va pas aller plus loin. Ah la vache. C'est chaud. Alors. Où est-ce que j'en étais du coup Oui, donc on parlait de la méditation, hein, du coup, qu'effectivement, il disait, hein, cette histoire de dualité et d'absence de dualité, qu'on a cette dualité, on conçoit, on ressent cette absence de dualité dans la méditation, mais dès qu'on sort de méditation, on retourne dans le monde brutal de la dualité. Voilà. C'est grâce à la mise en œuvre graduelle de l'activité de la culture contre... Ah oui, c'est cette phrase complexe. C'est grâce à la mise en œuvre graduelle de l'activité de la culture contre 40 dans le plan unitaire de la loi que s'établissent les deux plans causaux et finaux. Je suis pas sûr de comprendre cette phrase. J'ai un peu usé tout mon jus. Ce que je comprends là-dedans, c'est la culture contre 40, donc le fait, au fur et à mesure, de se débarrasser de l'ignorance, en se basant du coup sur cette idée de la vacuité qui fait que du coup on va pouvoir comprendre. Oui, en fait, c'est ça ce qu'il veut dire par là, c'est qu'au fur et à mesure on va se débarrasser de notre ignorance et on va en arriver à cette idée et à cette compréhension que la cause et la finalité, donc pour remettre ça dans le cadre de la discussion de Myoé, la foi et l'état de Bouddha ne font qu'un. Il y a pas, ils sont imbloqués, il y a une unicité, une unité des deux plans. Mais ça, on va devoir le réaliser graduellement. De là surgit la pensée de la quête de l'éveil. Telle est ce qu'on appelle la conception de la pensée d'éveil grâce au savoir authentique. C'est ce savoir qui est le savoir authentique. Les autres savoirs ressortissent tous du provisoire. Et l'on ne peut, partant, les qualifier à proprement parler de savoir. C'est la raison pour laquelle l'appellation de conception de la pensée d'éveil grâce au savoir authentique ne s'applique qu'à cette seule doctrine du véhicule unique. Donc ce qu'on a décrit là avec toute cette vacuité, etc., c'est la doctrine du véhicule unique. Voilà, fin de question 2. J'ai vraiment... Moi, je pensais qu'on allait faire question 3. Ça fait tout ça. Et ensuite, question 4. Ça fait tout ça. J'ai été très optimiste. Mais je pensais pas que... Expliquer toutes ces notions prendrait... En fait, il y avait énormément de notions à expliquer, donc c'est normal que ça avait pris du temps, en fait. C'est logique, quoi. C'était beaucoup de tunnels. C'est nous le véhicule unique. C'est le bus. C'est notre fameux bus. C'est ça. Pour expliquer peut-être à Wizard qui a peut-être pas le concept de véhicule unique. Attendez, je me mouche 2 secondes, excusez. Donc, petit aparté rapide sur l'histoire du véhicule unique. En fait, de base, dans le Mahayana, le grand véhicule, hein, on conçoit qu'il y a 3 véhicules différents qui sont en lien avec le bouddhisme. On a le véhicule des anciens, le véhicule du Theravada, dont le but est de devenir un Bouddha sur la base des enseignements donc, du Bouddha historique, des enseignements du Theravada, donc, mais en fait d'atteindre l'extinction, c'est-à-dire de sortir du cycle des naissances et des morts par soi, pour soi. On a ensuite ce qu'on appelle les Bouddhas par soi, qui sont en fait des personnes qui réalisent la réalité des choses, mais par eux-mêmes,
et qui vont s'en sortir par eux-mêmes, mais qui ne vont pas enseigner. C'est des Bouddhas, donc en fait, ils atteignent cet état où ils sont libérés de la souffrance, ils restent dans leur coin et ils bougent pas. Voilà, ça c'est les Bouddhas par soi. Ensuite, on a le concept de Bodhisattva. Donc là, les Bodhisattvas, c'est le troisième véhicule, ce sont les êtres qui œuvrent pour le bien de tous les autres êtres. Donc c'est les fameux conducteurs de bus ou passagers du bus qui prennent plein de gens dans le bus avec eux. C'est les trois véhicules. Et historiquement, il y a eu un peu des fights, surtout entre le Theravada et le Mahayana. Hein. Le Theravada disait, donc le véhicule des anciens disait, le Mahayana, vous êtes des apocryphes, vous vous basez sur des textes qui n'ont pas été prêchés par le Bouddha historique. Le Mahayana, de son côté, disait, le Theravada, vous êtes un petit peu, vous avez l'esprit un petit peu étriqué, les gars. Hein. Vous pensez qu'à votre gueule et vous voulez pas sauver les autres êtres, donc vous appliquez une forme de sous-bouddhisme, on va dire un peu ça comme ça. Il y a eu un fight entre les deux. Derrière est arrivé ce concept de véhicule unique qui est notamment déployé dans le Sutra du Lotus, qui est un des sutras, qui est peut-être le sutra Mahayana le plus connu avec le Sutra du cœur. Et le Sutra du Lotus, en fait, vous explique qu'en réalité, non, tout ça est un véhicule unique. Un véhicule unique dont le seul but est d'amener les gens au véhicule de Bouddha, c'est-à-dire à devenir des Bouddhas. Donc en fait, même ce qu'on avait appelé par exemple le véhicule des anciens, véhicule du Theravada, hein, eh bien en fait à terme, même eux, ces gens-là, ils finiront par être rattrapés par les Bouddhas, à entrer dans le véhicule du Mahayana et à devenir des Bouddhas également. Donc en fait, ces trois véhicules ne sont en fait qu'un seul véhicule. Ce sont des moyens provisoires, tout simplement parce qu'il y a des gens qui ont besoin de passer par les enseignements du Theravada avant de pouvoir rentrer dans le Mahayana. Voilà. Autant quand même être clair sur le fait que cette idée de véhicule unique est une idée Mahayana, bien entendu. Hein. Ce n'est pas une idée du Theravada. Hein. C'est le Mahayana qui dit, regardez, c'est un enseignement. Même le Theravada est un enseignement provisoire. À terme, tous les êtres finiront par vouloir rentrer dans le grand véhicule. Oui, forcément, ça met du coup le Mahayana en avant, quoi. La Tesla qui se transforme en bus. Ouais, effectivement, j'arrive à voir Wizard qui dit j'arrive à voir le concept de véhicule, j'aime bien car ça prend de l'histoire dedans. Exactement. En fait, c'est beaucoup lié à cette notion qui est centrale dans le bouddhisme, qui est la notion de moyen adapté. C'est-à-dire que chaque personne a des capacités différentes, des facilités de compréhension différentes, une histoire différente, un background, une éducation, une culture différente. Et donc, on ne peut pas arriver, dans le bouddhisme en tout cas, hein, compris comme ça, on ne peut pas arriver avec un enseignement qui serait l'enseignement magique qui convient à tout le monde. Chaque personne doit être enseignée d'une façon spécifique en fonction de ses capacités, de sa culture, de sa compréhension, de son âge, de sa maturité, etc. etc. Et donc, ça rejoint cette idée de véhicule en disant, effectivement, il y a des personnes qui vont avoir une affinité pour le véhicule du Theravada, d'autres pour le véhicule du Mahayana, etc., etc. Donc en fait, tout ça, ce sont des moyens adaptés pour monter doucement les gens en compétences pour les faire atteindre ensuite de toute façon l'état de Bouddha. C'est ça l'idée de véhicule, l'idée de moyen adapté. Elle est vraiment cruciale dans le bouddhisme, cette idée de moyen adapté. C'est très très central. Il faut s'adapter aux compétences des gens, en fait, aux personnes qu'on a en face de soi et enseigner en fonction. Voilà. Exactement. Quand tu as décrit les trois types de véhicules, j'avais l'impression que tu donnais des archétypes de l'homme. Mais c'est ça, mais c'est exactement ça. Hein. C'est tout à fait ça. C'est exactement ça. Ce sont des archétypes de personnes différentes. Qui ont du coup des compréhensions différentes, qui ont des parcours spirituels différents. Et le but, c'est du coup de les amener doucement à monter en compétences, en fait. Alors bien sûr, ça, c'est sous l'angle du Mahayana. Hein. Je me place, parce que moi, je suis dans une branche Mahayana, donc forcément, j'ai tendance à spontanément dire ça. Le Theravada, vous direz, cette histoire de véhicule unique, c'est un peu du bullshitos, quoi. De toute façon, tout ce qui est après le Theravada est du bullshitos. Mais ça, c'est les aléas de l'histoire, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Écoutez, est-ce que vous aviez encore des questions à ce sujet-là ou est-ce que, on s'arrête là pour aujourd'hui. On termine par la petite session de méditation, justement. Tu disais, donc c'est Wizard qui dit, c'est très proche, j'imagine que du coup, on peut être amené à suivre sa propre voie spirituelle. En fait, c'est un peu l'idée, c'est aussi du coup la raison pour laquelle tu as plein d'écoles bouddhistes différentes. Notamment, moi, je vous ai parlé ici de l'école Kegon, donc de Myoe. Il y a, je vous ai parlé ensuite de l'école de la Jodo Shinshu, la véritable école de la terre pure dont je fais partie. Eponine, elle a parlé un peu de sa propre école. Dagdeg, à une époque, maintenant fait partie du Jodo Shinshu, mais à une époque pratiquait le zen. En fait, tout ça, ce sont des écoles qui vont avoir des caractéristiques spécifiques et qui, du coup, vont parler à différents types de personnes. Chacun peut avoir des affinités avec une école ou une autre. Dans le bouddhisme, tu vas avoir des écoles qui sont très théoriques. Hein. Le Kegon en fait partie. C'est une école qui est extrêmement riche philosophiquement, qu'il était un peu moins au niveau des pratiques, c'est ce qui lui a un peu posé problème.
Il y a des écoles qui vont être très simples, bah, typiquement le Jodo Shinshu, hein, là dont je fais partie. Il y a des écoles qui vont être très austères, comme le Zen par exemple. Des écoles qui vont être très colorées, comme le bouddhisme tibétain par exemple, ou le Shingon qui est son équivalent japonais. Vraiment un grand nombre d'écoles qui vont appeler à différents types de personnes. Il y a des écoles qui vont être plus ou moins ascétiques au niveau de leur pratique, d'autres qui vont être au contraire presque laxistes d'une certaine façon, très légers au niveau des pratiques. Donc voilà, tout ça, ça va permettre de s'adapter en fonction des gens en fait. Wizard qui dit bah, moi je savais qu'il y avait des écoles différentes effectivement, mais pas ça se disputait à ce point sur la religion. Bah, c'est de la dispute théorique, hein, c'est vraiment de la on se fight par lettre interposée, par texte interposé quoi. C'est ça. Et effectivement, Eponine qui dit après selon là où tu nais, le choix est déjà décidé pour toi. Exactement, en Thaïlande, hein, tu vas être globalement Theravada, voilà. Et au Japon, tu vas être Mahayana, c'est comme ça. C'est parce qu'en fait, le Japon, quand le bouddhisme est arrivé au Japon, c'était déjà le bouddhisme Mahayana. Il est arrivé via la Chine, la Corée, qui étaient des pays qui étaient déjà Mahayana. Donc il est allé directement Mahayana sans passer par la case Theravada. Alors qu'en Thaïlande, eh bien, c'est le Theravada qui tourne, effectivement. Voilà, c'est ça. Ça reste courtois, on va pas jusqu'à se massacrer, on s'envoie juste des pics philosophiques. Exactement. C'est des petits fights philosophiques, mais après, ben, il en faut pour tout le monde, quoi. C'est ça. Et typiquement, hein, sur mon Discord, hop, le Discord de cette chaîne, hein, on a vraiment des pratiquants de différentes écoles et on a ben, notamment on a des pratiquants du Theravada, on a des pratiquants du coup de la terre pure chinoise comme Eponine, du Jodo Shinshu comme moi, une personne qui est très intéressée par le Shingon. Voilà, on a un pratiquant du Zen, donc c'est très varié en fait sur le Discord et du coup en fait on s'entend tous très bien. C'est juste que bah, on accepte nos différences en fait, c'est simplement ça. On a des visions par rapport au bouddhisme, enfin c'est même pas des visions, c'est des besoins. On a des besoins par rapport au bouddhisme qui sont différents et comme on a des besoins qui sont différents, eh bien, on rejoint des écoles qui sont différentes, qui vont au mieux coller à nos besoins. Voilà. Moi, typiquement, je suis pas un mec qui suis un gros fan d'aller méditer sous des cascades en hiver. Bah, je vais pas choisir une école ascétique, je vais pas aller faire du Shugen-no, je vais pas devenir un Shuganja dont la pratique principale, c'est de faire de la randonnée en montagne et d'aller méditer sous des cascades, quoi. Moi, si je fais ça, je pleure. Voilà. Donc, j'ai choisi une branche où bah, je suis tout pépère. Voilà. C'est ça. Eponine qui dit en tant que non-asiatique, on a la chance d'avoir un regard extérieur et de choisir. Oui, contrairement à quelqu'un qui est né au Myanmar. Exactement. Ouais, on a cette chance d'avoir le choix. Exactement. Mais maintenant, en tant qu'occidentaux, il y a énormément de pièges à éviter. Tout à fait. Ouais. C'est aussi le problème. Hein. C'est aussi le problème. On a nos propres pièges parce que voilà, le bouddhisme en Occident est récent par rapport à son histoire. Et forcément, on a tendance, en tant qu'occidentaux, à d'une certaine façon, à imposer nos propres visions, notre propre histoire, nos propres concepts philosophiques par-dessus le bouddhisme, parce qu'il peut parfois être un peu problématique, même si moi, je reste toujours partisan du fait que c'est normal que le bouddhisme en Occident prenne une forme un peu différente de l'Orient, pour exactement de la même façon qu'il l'a fait dans tous les pays dans lesquels il est passé, en fait. C'est-à-dire que le bouddhisme s'est en permanence adapté et transformé sur la base de la culture des pays dans lesquels il s'implantait. Donc c'est normal qu'en s'implantant en Occident, eh bien, ils prennent une légère forme différente. Ce qui est important par contre, c'est de garder intact le cœur de tout ça. C'est de pas commencer à tout vouloir balancer parce qu'il y a des choses qui nous plaisent pas ou qui nous paraissent trop folkloriques ou je sais pas quoi. L'important, c'est de garder quand même vraiment le cœur du bouddhisme, mais c'est normal aussi qu'il soit légèrement modifié. C'est normal que le bouddhisme tel qu'il est pratiqué par un occidental du 21e siècle soit pas le même que celui pratiqué par un japonais du 12e ou pratiqué par une personne en Inde en moins 200 quoi. C'est assez logique, ça me choque pas des masses quoi. C'est ça.